Il est prêt pour affronter l'Everest des mers, les 40e rugissants, les 5e hurlants. C'est une croisière pour lui. Tout ça sans escale, sans assistance et peut-être même sans eau. Il a déjà fait Saint-Malo-Guadeloupe en solo, mais en IMO, il est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Proprio à tout prix, le MAG. Une petite surprise pour cette fin de saison, on a décidé de vous faire 3 émissions complètement hallucinantes dans un décor de Riva, ces bateaux de luxe qui font rêver. On est au bord de la Seine avec nos consultants. Comment ça va les amis? Très bien. Bon alors attention, on va avoir du rêve aujourd'hui. Il y a Dubaï, il y a Biarritz, il y a Toulouse et il y a le Beaujolais-Val-de-Saône. Vous le savez, cette émission c'est le magazine de l'immobilier, donc on va avoir aujourd'hui un thème qui vous passionne, c'est la VFA, la vente en état futur d'achèvement, les avantages, les pièges à éviter. Pour commencer cette émission, comme d'habitude, on a été vous demander dans la rue ce que vous en pensiez. Vous préférez une ruine à rénover ou un appartement flambant neuf avec des réserves? Une ruine à rénover. Je préfère la ruine à rénover. D'une part parce que je suis bricoleur, j'ai une passion pour le bâtiment et tout simplement parce que je serai sûr de maîtriser le process et du résultat à l'arrivée. On peut mettre à notre goût, on peut faire ce qu'on veut dans la ruine. Je préfère quelque chose de clé en main, quelque chose de propre tout de suite, où je peux rentrer, qui m'a séduit. Un vrai coup de cœur en fait. Le programme neuf peut présenter des fois et souvent des malfaçons qui entraînent des problèmes. Donc moi personnellement, je suis pas trop le genre de personne qui va acheter une maison sur plan. Une ruine à rénover, parce qu'on part sur un projet. En plus, je connais des personnes dans le bâtiment, dans tous les domaines d'activité. Tout en sachant que j'ai déjà vu quelques reportages avec des personnes qui ont eu beaucoup de problèmes, avec des entrepreneurs qui ne sont pas sérieux. Voilà, alors là, la rue, toujours le bon sens, les amis. Ravi de vous avoir autour de cette table. Le décor est magnifique, hein. Très beau. Alors vous avez vu, on est au bord de la Seine, on reverra quelques images dans l'émission. Donc Mallory est avec nous, mais toi, tu as un décor permanent à Biarritz. Et oui, l'océan, c'est magnifique. D'accord. Ah bah ça, je te remercie de la précision. Toulouse, Je n'ose même pas parler. Non, comment ça va? Très bien. Bon, alors on va terminer par Yanis qui est Marie, bien évidemment, toujours présente. Et nous, on n'a pas la Seine, mais on a la Saône. On a la Saône. C'est pas mal non plus. Et Yanis, c'est sa première. Ma toute première. Alors là aussi, on est dans le rêve puisque tu arrives tout droit de Dubaï. Et j'ai atterri hier. T'as atterri hier. Alors donc il fait déjà 50 degrés à Dubaï là. 50, là on est température 30-35. Ça bon. va. Alors la VFA, ça va être ton sujet hein, aussi, hein, parce que effectivement Dubaï c'est une ville neuve. Hein. Exactement, tournée vers l'avenir. Donc on parle qu'en VFA là-bas. On parle qu'en VFA. Alors c'est effectivement un sujet qui passionne les Français. Hein. Il y a 2 choix cornéliens, on le voit dans le micro-trottoir, soit le neuf, soit l'ancien. On voit hein, que les gens préfèrent rénover, on dirait. C'est comment dans vos régions? Il y a un peu des deux. Oui, il y a un peu des deux. Après, la rénovation, ça fait quand même un peu peur aussi. On ne gère pas du tout les artisans non plus. Donc, c'est la même problématique que sur le neuf. Quoi. Ouais. Est-ce que parmi vos protégés, ceux dont vous vous occupez au quotidien, il y a des gens qui ont entrepris des gros travaux et qui ne s'en sont pas sortis, qui sont partis au neuf? Oui, tout à fait. Et puis moi, je les dirige vers le neuf parce qu'il y a beaucoup d'avantages, que ce soit fiscaux ou autres. On va le voir dans cette émission. Voilà. Hein. Le neuf est quand même, a été ça a été très compliqué hein, en 2024, mais... 2019, 60 000 unités, 2024, 19 000. Et voilà. Donc il y a quand même eu une très grosse baisse. Bon, pour que les téléspectateurs ne s'y perdent pas, je vous propose de regarder un petit sujet de Mirella qui nous explique en détail ce que c'est que la VFA. Bonjour Thomas. Bonjour Mirella, bienvenue à Colmar. Acheter sur plan, c'est donc un saut dans l'inconnu pour beaucoup. Quel est votre regard sur ce moment clé? L'acquisition en VFA se fait en 2 étapes. La première étape, on a la signature d'un contrat de réservation dans lequel nous, on s'engage à faire toutes les démarches administratives, donc le permis, d'obtenir toutes les assurances, jusqu'à l'ouverture du chantier. L'acquéreur ne va passer chez le notaire pour acheter le bien que quand le chantier a débuté. Donc il a déjà la garantie que le chantier débute et que ce n'est pas juste des plans. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, en VFA, l'acquéreur a une garantie qui s'appelle la GFA, la garantie financière d'achèvement. Quoi qu'il puisse arriver comme une défaillance du constructeur promoteur ou d'un sous-traitant ou d'un maçon, etc., il a l'assurance
que son chantier sera terminé. Voilà, alors là, on voit effectivement de manière très simple ce que c'est que le neuf, des garanties en fait. Ouais, moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est la VFA, c'est comme une histoire d'amour à distance. En fait, on imagine, on fantasme et ensuite on découvre. Ouais. Et on peut avoir des bonnes comme des mauvaises surprises. Alors les mauvaises surprises, on en parlera en deuxième partie. Dans les bonnes surprises, il y a quoi? Alors effectivement, fiscalement, c'est intéressant. Très intéressant, c'est ce qu'on va voir. Il y a beaucoup d'avantages pour les primo-accédants, pour les jeunes couples. Ouais. Donc ça, c'est très important de le Je savoir. crois que vous ne faites pas le poids face à Yanis pour les avantages fiscaux à Dubaï. Un petit mot pour... Bah écoutez, il parle de saut dans l'inconnu au niveau du reportage. L'avantage à Dubaï avec la sécurité, c'est que c'est tout tracé, donc pas de surprise. Pas de surprise, ça veut dire quoi, tout tracé? C'est le gouvernement qui est garant de votre investissement. Donc à partir de là, Dubaï, c'est zéro criminalité, ça file tout droit. On va appeler Emmanuel pour savoir s'il veut faire pareil. À Toulouse, quel est le plus beau projet que tu as mené, Nadia? Le plus beau projet... Enfin, moi, ça va être dans mon quartier. On a une résidence très belle qui est la Cour du Dôme, qui a été livrée fin d'année dernière, qui a mis du temps à sortir. Ouais. Parce qu'on était quand même en centre-ville, il y avait pas mal de choses. Mais c'est le quartier, rappelle-nous. Saint-Cyprien. Saint-Cyprien, qui est un petit quartier très charmant, avec une place du marché. On y a été faire quelques images. Franchement, c'est très sympa. C'est très, très beau. Et là, il y a encore des constructions et du foncier dans ces grandes villes françaises. Pas trop. Non, il n'y en a plus trop. C'est pour ça que les prix sont assez élevés. Ah oui, c'est ça. Dès que c'est bien placé, c'est toujours pareil. On en parlera dans cette émission. C'est vrai que le neuf, c'est séduisant. Alors, un des avantages, c'est le cas à Dubaï, c'est partout dans le monde, on a une prise de conscience de l'écologie. Les matériaux et l'isolation phonique, thermique, etc. On est dans des classements A en DPE maintenant sur le neuf. Oui, toujours. Toujours, c'est les dernières normes énergétiques de toute façon. Donc, là... Mais je ne suis pas certaine que ça coûte moins cher de rénover que d'acheter du neuf. La réno est plus cher que le neuf. Ah bon? Sur une maison, oui, c'est beaucoup plus cher. Bon. Ça dépend ce qu'on met, c'est toujours pareil. Et puis si on le fait soi-même, il y a quand même, dans cette émission, on le dit aux téléspectateurs. Mais le coût des matériaux a augmenté, donc de toute façon, déjà, il y a ce coût-là en plus. Et on n'a aucune garantie si on le fait soi-même. C'est ça. Bon, on le dit, dans cette première partie, il y a beaucoup d'avantages à acheter dans le neuf, notamment des avantages fiscaux et financiers. Mallory, tu as été interviewée une personne qui s'y connaît en la matière. Experte en fiscalité, donc elle va nous expliquer tous les avantages fiscaux pour les jeunes et voilà. Eh ben on regarde. Ce programme immobilier sera terminé au mois de mai 2026. Alors quels sont les avantages pour acquérir un bien en VFA? C'est ce que nous allons voir avec Amandine, experte comptable, mais également conseillère en fiscalité sur Bayonne. Bonjour Amandine, vous êtes conseillère en fiscalité à Bayonne. Pouvez-vous nous expliquer les avantages fiscaux liés à l'achat d'un bien en VFA pour les primo-accédants, s'il vous plaît? Bonjour, oui, bien sûr. Tout d'abord, l'un des premiers avantages qu'on peut citer, ça va être l'abaissement du taux de TVA. Sous conditions de revenus et dans des quartiers prioritaires ou zones ANRU, donc de revitalisation urbaine, on peut avoir un taux de TVA réduit à 5,5%. Ah oui. Donc, si on prend l'exemple d'un bien à 200 000 € TTC, ça représente 27 000 € d'économie. Ah oui, quand même, oui. Effectivement. Un autre avantage, ça va être les frais de notaire qui sont beaucoup plus faibles. Dans l'ancien, les frais de notaire sont entre 7 et 8%, alors que dans l'achat, dans le neuf, la construction VFA, on va avoir un taux de frais de notaire qui va être entre 2 à 3%. Si on reprend l'exemple du bien à 200 000 €, ça fait 10 000 € d'économie. Oui. À cela s'ajoute le prêt à taux zéro. C'est un dispositif qui est exclusivement réservé aux primo-accédants et qui permet de financer jusqu'à 40% du bien sous condition de revenus sans intérêt. À cela s'ajoute un avantage qui est méconnu et pourtant assez intéressant. Ça va être dans beaucoup de communes, il y a l'exonération de la taxe foncière. Donc on va avoir toujours la taxe ordure ménagère, mais l'exonération jusqu'à 2 ans de la taxe foncière. Il y a également un autre avantage, ça va être dans le cadre de donation. Actuellement, on peut faire une donation exonérée de droits jusqu'à 200 000 € par enfant, et là, le montant sera porté à 300 000 €. Ah oui. Donc 100 000 € de plus exonérés de droits, avec l'engagement d'acheter dans le neuf ou la construction dans les 6 mois. D'accord. Donc c'est vrai que l'achat dans la VFA pour des primo-accédants, c'est un vrai levier pour accéder à la propriété. Oui, ça c'est très bien. Bon, mais je vous remercie Amandine. Merci.
Eh ben là, on sait tout, là. Hein. Ouais. Il y a des avantages fiscaux et financiers, le prêt à taux zéro, la TVA réduite. Bon, est-ce que tout ça, ça ne vient pas compenser finalement les prix plus chers au mètre carré du neuf, en fait? On parle de 20 à 30% de différence entre le prix au mètre carré dans le neuf et dans l'ancien. Bah là, vous confirmez ou pas? De environ 40 000 euros. Hein, donc c'est pas énorme pour les jeunes. Ouais. Vous n'avez pas répondu à ma question, hein. Vous êtes futés, les filles. Est-ce qu'il y a bien une différence de prix au mètre carré entre le neuf et l'ancien? On est d'accord? Oui, il y a une différence de prix. De quel montant? Est-ce que ça dépend des régions, justement? Nous, sur Toulouse, il va y avoir une différence, mais elle n'est pas non plus énorme. Enfin, nous, on a des fins de programme dans le centre-ville, enfin à Saint-Cyprien. Ouais. J'ai des clients dans l'ancien que je rapporte sur du neuf, parce que les taux d'intérêt sont plus bas. C'est des clients qui sont un petit peu plus exigeants, donc ils peuvent monter un petit peu plus en termes de budget. 15% à peu près. Je les bascule. D'accord. J'ai toujours pas la réponse. C'est quoi la différence de prix? 15%. Ah voilà, on a 15% de différence de prix. Ouais. Chez nous, on est à 4 200 euros du mètre carré sur du neuf. On est à 3 500 sur de l'ancien. Mais quand on a des clients avec un budget de 300 000 euros et qu'on ne trouve pas un bien dans l'ancien, on peut le rebasculer sur des biens à 320 340 000 euros et là, il part sur du neuf. Il grâce aux avantages. Voilà. Et alors l'avantage, c'est effectivement, on n'a rien à faire, on l'aménage à son goût, et effectivement, finalement, quand on rentre dans de l'ancien, il y a toujours des frais un peu cachés. Oui, et en début de programme, on peut personnaliser son bien. Donc si on a envie d'une grande pièce de vie, on peut voir avec le promoteur pour justement moduler les pièces. Quand il n'est pas en retard, on verra ça en deuxième partie. Hein. Mais on peut aussi acheter 2 appartements et les relier. Enfin, on peut faire plein de choses. Oui, on peut acheter tout l'immeuble aussi, Marie, pendant qu'on y est. Hein. Pourquoi pas? Bon, alors effectivement, des avantages fiscaux, des avantages financiers. Ça t'inspire quoi, Yanis, toi, de l'étranger, comme ça? Je me rends compte qu'il y a une vraie culture du neuf et que ça peut faire toute la différence pour les investisseurs qui recherchent quelque chose de personnalisé. C'est personnalisable, on peut le faire. Bon, on verra tout à l'heure. Hein. Il y a des très bonnes idées à Dubaï. Hein. Franchement, les promoteurs font... Alors d'ailleurs, il y a les promoteurs, il y a le pays aussi, hein, le gouvernement qui fait des choses. Et on pourrait s'en inspirer en France, parce qu'effectivement, on dit on va donner en quelque sorte un coup de pouce au neuf en France, mais finalement, des mesures concrètes comme on voit, ou des services concrets comme on voit à Dubaï, c'est inspirant. Est-ce que vous avez des programmes, vous, un petit peu différents, un peu atypiques, justement, qui font rêver dans vos secteurs? Moi, sur Biarritz, on reste un peu dans le traditionnel. Anglette, juste à côté, oui, on arrive à avoir des appartements connectés. Voilà, c'est un petit peu plus aux nouvelles normes. Ouais. Mais Biarritz, ça reste quand même traditionnel. Alors justement, on parle de ça. Je vous propose qu'on regarde un petit reportage d'Aurélie sur la différence entre le neuf et l'ancien. C'est édifiant, on va pouvoir en parler juste après. Regardez. Aujourd'hui, nous allons parler VEFA. Nous sommes sur un terrain où, juste derrière moi, un programme de construction a déjà été vendu. Nous allons échanger avec Laurent Martin, qui est spécialiste en financement et qui va vous expliquer les tenants et les aboutissants pour réussir votre financement et acheter votre projet en VEFA en toute sérénité. Quelle est la différence pour monter les dossiers par rapport à un dossier de la personne qui va acheter dans l'ancien et la personne qui va acheter en VEFA? Alors, le financement pour le client d'un achat dans l'ancien est quand même beaucoup plus simple, puisque le paiement se fait en une seule fois, alors que le financement d'un logement en VEFA demande plus de technicité. Le paiement est échelonné. Et quelles sont-elles, ces spécificités concernant ce financement VEFA? Alors, les spécificités sont, on est plus dans le détail. Dans le détail du paiement, le client a le choix souvent de payer en différé. Soit je paye uniquement la cotisation d'assurance le temps de la construction du bien, soit je paye la cotisation d'assurance et le paiement des intérêts au fur et à mesure de la demande des appels de fonds du promoteur. D'accord. Donc le prêt à taux zéro, si on veut être clair, c'est quoi? Alors le prêt à taux zéro est distribué uniquement pour les primo-accédants. Le client est primo-accédant dès lors qu'il n'a jamais été propriétaire au cours des 2 dernières années. Et les aides complémentaires, du coup, Action Logement, c'est ça? Il y a d'autres aides qui peuvent exister, comme le prêt Action Logement, qui va venir bonifier en fait le plan de financement en proposant généralement 30 000 € à un taux de 1% sur 25 ans. Donc on a un prêt à taux zéro, un Action Logement, on a également des frais de notaire moindres. Il y a aussi les banques qui, pour favoriser ce type de financement, vont venir booster le prêt à taux zéro distribué par l'État en mettant elles-mêmes
du prêt à taux zéro bonifié. Bon, voilà, alors on voit des dispositifs fiscaux et financiers intéressants sur le neuf. Par contre, c'est complexe. Hein. Quand on écoute le gars, là, c'est quand même assez... ça a l'air d'être bien conseillé, oui, il faut être bien conseillé, ça c'est important, parce qu'il y a plusieurs étapes dans le neuf à respecter. Moi, je préfère être mal conseillé, en fait, dans la vie. C'est des appels de fonds. Voilà, il y a différentes étapes à chaque étape versement. Ça va suivre. Il a rendu ça un peu compliqué, on va dire. Oui, il a rendu ça compliqué. C'est pas compliqué, en fait. C'est contractualisé. Il y a des appels de fonds à cette date, selon le... Et comment vous expliquez, les filles, parce que là, on parle des banques, que les banques font des prêts bonifiés pour le neuf. D'où ça sort, ça? Pourquoi elles font ça? Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que vous avez des banquiers, vous, dans vos secteurs, qui, en quelque sorte, préfèrent financer du neuf que de financer de l'ancien? Je pense qu'il y aura moins de mauvaises surprises sur les années à venir concernant les travaux de copropriété. Enfin voilà, quand il y a une copropriété où il faut refaire toute la façade et toute l'isolation, on est à coût de millions d'euros sur certaines copropriétés. Donc je pense que les garanties sont plus... C'est pour ça que les banquiers se disent, en termes de risque, acheter dans le neuf, quand le client achète dans le neuf... Oui, ils sont tranquilles au moins déjà pendant 10 ans. Donc pendant sachant que sur de l'ancien, on a quelques immeubles qui se sont effondrés sur Toulouse, donc je pense que le neuf rassure. Ah oui, c'est ça, il y a une histoire d'assurance également, effectivement. Alors, est-ce qu'on perd pas un peu de charme dans le neuf, les filles? Est-ce que effectivement... C'est différent, mais on va avoir de belles prestations. Vous allez avoir la terrasse, le parking, l'ascenseur. Sur l'ancien, on va peut-être pas l'avoir. Après, l'ancien, on a la sectorisation centrale, le neuf, on n'en a pas partout. Donc, alors, ces nouveaux quartiers, ce qu'on appelle les écoquartiers dans les grandes villes, notamment à Toulouse, mais à Biarritz, je ne sais pas trop s'il y a un écoquartier. Non, pas sur Biarritz, mais sur Anglette, oui. Anglette, c'est juste à côté. Et oui, là, on a 42 programmes exactement qui sont en cours. Oui, c'est ça. Énorme. Mais est-ce qu'on n'a pas une perte d'âme dans ces écoquartiers-là? Est-ce que par rapport au centre-ville... Ils ont repris les anciennes halles et ça a été en fait mélangé avec du neuf. C'est très joli, t'es venu. Bah oui, c'est génial, c'est vrai. Donc il n'y a pas de perte de charme sur ça. Ça a été bien fait. Là, c'est vrai qu'on a été à Toulouse, chez Nadia, et effectivement, cet écoquartier, ce quartier nouveau, il y a les halles, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu convivial. On retrouve un peu la vie de village, un petit peu. C'est ça. Hein. Oui, on a pas mal d'activités, de la restauration, et puis on est dans des halles anciennes qui ont été entièrement rénovées, et on est entouré d'immeubles neufs. Alors, écoutez, maintenant, je vous propose de rêver un petit peu. Yanis, qui est arrivé hier de Dubaï, les promoteurs dubaïotes, ils redoublent d'inventivité. C'est la course à chaque fois à la modernité, aux commodités. Ils veulent développer ce qu'on appelle des communautés verticales. Donc en fait, ce qu'on retrouve dans les villas, les grandes communautés, on va les retrouver dans des buildings et donc on retrouve... Alors écoutez bien les filles, parce que vous pouvez donner des idées à vos promoteurs que vous côtoyez. Vous avez été faire quelques images à Dubaï. On regarde. Nous, on est un promoteur d'immobilier ici on a commencé en 2014. Nos projets, ils sont complètement différents de ce qu'on trouve sur le marché. On a une architecture qui est différente. De deux, le design, c'est un truc qui est très important pour nous. Et de trois, le style de vie. Et c'est cette différence, en fait, qui crée vraiment de la rentabilité. En parlant de rentabilité, par rapport à la Palm Jumeirah, cette île artificielle en forme de palmier que tout le monde connaît, qui est devenue l'icône de Dubaï, la différence de prix entre il y a quelques années et aujourd'hui, on parle d'une multiplication par combien, à peu près, de ce que tu as vu toi? Par exemple, les villas qu'on avait à la Palm de Jumeirah, on a presque 4 fois l'augmentation du prix là-dessus. Une augmentation de 400%. 400%. Et ça, c'est une période dont on est en train de parler de même pas 10 ans. Comment s'est passé ton premier investissement? Le premier bien, ça s'est fait assez rapidement. On a choisi un projet avec un plan de paiement qui va nous permettre en fait de financer la partie de la construction. Et ensuite, à la livraison, de pouvoir mettre en location ce bien pour pouvoir obtenir en fait un financement avec la mise en location. Donc ce plan de paiement, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça à Dubaï, est sur combien d'années au total entre l'acquisition et la fin de ton plan de paiement? 8 ans. Et en termes de papier, il t'a fallu quoi? Qu'est-ce qu'il a fallu que tu donnes? On a donné nos identités, évidemment, et ensuite on a émis un virement. Et on n'a pas forcément eu besoin de se déplacer pour faire toutes les démarches administratives. En fait, ça s'est fait avec une facilité assez déconcertante.
On se trouve maintenant dans le clubhouse. C'est une commodité mise à disposition par le promoteur pour les résidents. Ils peuvent venir se détendre, réserver un chef, réserver pour faire toutes sortes d'événements privés. Je vois la console, je vois même qu'il y a un karaoké. Est-ce que ça fait partie justement de votre stratégie pour fidéliser vos investisseurs? Acheter, c'est une expérience. Ouais. Si tu aimes l'expérience, tu aimes le produit à la finale. Et à cause de ces petits éléments qu'on combine tous ensemble, on arrive à avoir une expérience où les clients, ils ne reviennent pas juste pour un appartement, ils sont des clients répétitifs à travers le temps. Qu'est-ce que tu dis aux investisseurs qui hésitent encore à se projeter à Dubaï dans l'investissement? On est en compétition avec Paris, Londres, New York, Tokyo. Mais ce qui est plus intéressant, c'est les prix d'entrée. On est encore beaucoup plus bas comparé à ces capitales. Et c'est ça, au fait, ce que les gens sont en train de rechercher aujourd'hui. Dubaï reste encore quand même accessible. C'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Et plus on attend, la réalité, c'est plus on attend, plus ça va coûter plus cher en réalité. Voilà, alors là, effectivement, on est rentré de plein pied dans le rêve. L'expérience, il te parle d'expérience de vie, en fait. Exactement, les promoteurs, ils veulent vous donner un lifestyle, en fait, que vous ayez un vrai feeling dans leur projet, donc ils redoublent. La concurrence est rude là-bas à Dubaï, donc à chaque fois, on est émerveillé par ce qu'ils arrivent à créer, quoi. Alors, on le voit hein, dans les images, hein, une piscine, un clubhouse, une salle de sport, c'est le standard, en fait, à Dubaï. C'est devenu le standard, exactement. On a ça dans tous les buildings, et à chaque fois, ça... Mais Et le prix du mètre carré, ça reste... Non, mais attendez, ça, je vous vois bien. Et les charges. Super accessible. Ça reste super accessible. Au niveau des charges de copro, on a un service qui est beaucoup plus complet que ce qu'on peut retrouver en France, et parfois pour moins cher. Généralement, vous avez une chambre de 80 mètres carrés, vous êtes aux alentours des 200-250 € par mois, pas plus. D'accord. Alors là, on parle des investisseurs, parce que là, le promoteur, tu l'as interviewé côté investisseur, mais c'est valable aussi pour les résidents, les expats, qui bénéficient de ce genre de service, on est d'accord? Évidemment, c'est pour tout le monde. Alors, j'ai envie que vous réagissiez, les filles, parce que là, il est beau gosse, là, le gars. Là. Il arrive de Dubaï, il nous fait rêver. Mais alors, est-ce que les promoteurs français vont s'y mettre un petit peu, d'avoir des... On espère, mais on a un temps de retard quand même. Enfin, après, faire des tours dans des grandes villes, il y a l'urbanisme qui va un peu serrer la vis, quoi. On n'est pas à Dubaï. Et nous, on a des résidences récentes avec piscine, salle de sport. Il y en a, on est d'accord. On en a, mais par contre, ce sont beaucoup des résidences de service. Ah oui, pour les vieux, tu veux dire? Non, ou pour les jeunes. Pas forcément. On est sur la soupe à 7h30, là, c'est ça, non? Absolument pas. Non, ça peut être pour des jeunes, pour des couples, mais c'est surtout sur des résidences de service. Les prestations ne sont pas les mêmes, enfin, les revenus ne sont pas les mêmes à Dubaï qu'en France. Donc, oui, mais il le dit dans le reportage, en fait, le prix au mètre carré à Dubaï, même dans les... Alors, dans les très belles résidences comme ça, on peut proposer des prix à 3200, 3500 € du mètre carré, c'est tout à fait accessible. C'est moins cher que chez nous. Avec des plans de paiement extrêmement longs, qui vont après la remise des clés. Alors attends, c'est bien joli tout ça, parce que ça, c'est la face cachée de l'iceberg. Tous les services, là, il faut payer pour quand on est résident ou pas? 250 €. C'est ça, on a des charges de copropriété qui sont fixées à l'avance. 2500 € par jour. 250 € par mois de charges. Et le foncier, comment fonctionne? Il y a un foncier là-bas, une taxe non, foncière? pas du tout. Il n'y a absolument rien à prévoir. Vous avez seulement vos charges de copropriété. Exactement, pas de taxe foncière, rien. On a quand même, bon voilà, alors effectivement, c'est le rêve de Dubaï. Effectivement, bon, c'est aussi des bonnes idées, mais est-ce que c'est possible en France, à votre avis, les filles, ça? Oui, c'est possible, mais ça viendra petit à petit, parce qu'on est quand même un petit peu en retard par rapport à des pays comme ça. Donc. Mais le neuf reste une bonne solution, une bonne alternative, où en fait on est quand même sécurisé. On verra dans la deuxième partie qu'il y a quand même des pièges à éviter et qui sont pas minces. Hein. On a vu pas mal d'histoires pas très cool arriver dans le neuf. On va vous donner tous les bons tuyaux pour les éviter. En attendant, là, j'aimerais que Amal, qui on arrive à la fin de cette partie, vienne nous rejoindre. Et vous savez, c'est notre avocate, notre ex-avocate qui cartonne sur les réseaux sociaux et qui nous a préparé un petit récap de cette partie, un peu humanisé. Bonjour Amal, comment ça va? Très très bien. Bon, alors qu'est-ce que tu as retenu de cette partie et qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus? Alors beaucoup d'avantages apparemment à faire de la VFA, on verra la deuxième partie ensuite, mais des avantages fiscaux, donc TVA réduite, fiscalité réduite notamment chez le notaire, on est à 2 à 3% au lieu de 7 à 8%. On a aussi des emprunts très avantageux, à taux après zéro pour les primo-accédants. On a aussi des DPE en A, en B, donc ça c'est top, hein, quand on sait un petit peu les désavantages des DPE énergétiques. On a aussi
c'est des garanties. Alors moi, je vais rajouter quand même les garanties. Voilà. C'est pas très sexy, mais il faut quand même le dire. C'est un avantage en France d'avoir une garantie de parfait achèvement pendant 1 an. Donc pendant 1 an, vous avez la possibilité de constater des désordres à la réception des travaux. Donc attention au délai, mais c'est un avantage. Garantie biennale pendant 2 ans. Donc là, si c'est un élément La Biennale de Venise, on la connaît bien, la Biennale de Venise. Voilà, exactement. Oui. Donc là, élément d'équipement, par exemple chauffe-eau, robinetterie, etc. Donc là, effectivement, la garantie court pendant 2 ans pour constater les désordres. Et enfin, la fameuse garantie décennale sur 10 ans. Donc là, pour les grandes fissures, tout ce qui touche à la solidité des biens, on parlait tout à l'heure d'affaissement, notamment sur le secteur de Toulouse. Donc là, on est bien content d'avoir cette garantie en VFA. Bon, il y a l'avantage de fin de programme aussi. Là, on n'a pas parlé de l'avantage de fin de programme, mais là où on peut acheter les derniers appartements libres sans frais de notaire. Ah oui, les fameux queues de programme. Les queues de programme. Donc, les frais de notaire offerts, souvent... La cuisine offerte, la deuxième chambre offerte, tout est offert. Ça coûte 3 fois plus cher, mais on offre. C'est ça. Alors ça, ce sont des garanties commerciales. Moi, je suis restée vraiment sur les garanties légales propres à la VFA. Bon, écoutez, cette émission, on vous l'a dit, une émission spéciale, une série d'émissions spéciale au bord de la Seine, dans un décor riverain. On remercie Hakim d'ailleurs de nous recevoir dans ce magnifique lieu qui est un décor de bateau fantastique. En fin d'émission, ne ratez pas les amis, puisqu'on reçoit la charmante Lynn, elle cartonne, elle vient de sortir un titre qui cartonne sur les réseaux sociaux et qui cartonne en streaming. Et puis on va se dire au revoir. C'est déjà la fin. On va retrouver 4 nouveaux consultants en deuxième partie pour voir les problèmes de la VFA. Parce que vous avez été quand même good vibe, vous. Que les avantages. Bon, merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour les problèmes de la VFA. Deuxième partie de cette émission, ce que la brochure ne vous dit pas dans la VFA, le 9, un sujet qui préoccupe les Français, qui vous préoccupe, vous qui nous regardez. 4 experts au top pour nous parler des recours, des malfaçons, de tout ce qui ne va pas dans le 9. Alexandre de Nice. C'est ça. Alors là, effectivement, on a avec toi une possibilité d'avoir pas mal de petites histoires un peu croustillantes quand même. Oui, le 9, c'est des nouvelles histoires tous les jours, des clients particuliers, des programmes particuliers. Donc, Bon, Luc est avec nous également, le 91 représenté dignement. Un plaisir. On va revenir à toi parce que tu as été voir une notaire qui nous dit quelles précautions prendre tout à l'heure. Donc ça va être très bien. Bon, Yanis est resté avec nous. Je ne bouge pas. Alors là, attention, tu vas être moins à l'aise dans cette partie-là. Je sens que tu vas me pousser dans mes derniers retranchements. Et tu vas nous dire tout ce qui ne va pas à Dubaï, parce que tout ça, ça fait rêver, mais il y a quand même aussi un peu des galères, forcément, en France comme à l'étranger. Et Tiffany est avec nous, qui représente le Nord fièrement, avec sa petite fleur dans les cheveux. Et toujours. Bon, tu as des choses à nous raconter aussi sur le 9. Beaucoup de choses. Et on va tout dévoiler juste après. Alors justement, on en parlait, Luc. Tu as été voir Manon, qui est... C'est ça, Manon Remac, une notaire d'Étampes. On regarde ce qu'elle nous dit, parce qu'elle nous donne toutes les précautions à prendre avant d'acheter dans le neuf. Alors, quels conseils on peut donner à l'acquéreur qui achète sur plan ? Eh bien, le premier, c'est de se faire représenter par son notaire. Faites-vous conseiller, posez vos questions dès la signature du contrat de réservation. Deuxième conseil, lisez bien la notice descriptive que vous remet le promoteur. La notice descriptive, c'est le document dans lequel sont mentionnés tous les matériaux qui devront être utilisés dans le cadre de la construction de l'immeuble, les finitions, les équipements. Et c'est très important puisque le promoteur vous doit des matériaux utilisés lors de la construction de l'immeuble qui soient de qualité égale ou supérieure à ce qui est indiqué dans la notice descriptive. Et enfin, le dernier conseil, c'est au moment de la livraison, de la remise des clés, eh bien, remplissez bien le procès-verbal de livraison. Si jamais vous voyez quelque chose qui ne va pas, une rayure, une fissure, un équipement défectueux, eh bien, c'est dans ce procès-verbal de livraison qu'il faut émettre ce qu'on appelle des réserves. Vous dites tout ce qui ne va pas et surtout, vous vérifiez bien tout ce qui peut être vérifié, les prises de courant, les chasses d'eau, vérifiez les robinets, les fenêtres, qu'elles ferment bien et indiquez-le, n'ayez pas peur, si jamais il y a des choses qui ne vont pas, de le préciser. Voilà, les bons conseils de Manon, alors effectivement, c'est quand même une galère de bien suivre son projet dans le neuf. Il y a beaucoup de choses à vérifier. Et oui, effectivement, il faut suivre et connaître un petit peu ses droits quand on se lance dans ce genre d'aventure, parce que
c'est pas de tout repos. Les fameuses réserves. Alors là, on a, il faut pas hésiter en fait, à vraiment impliquer le promoteur dans ses réserves. Si jamais ça se passe mal, il faut qu'on ait des recours, Alexandre. Oui, parce qu'en plus, les réserves, elles peuvent être nombreuses, que ce soit sur la structure ou même sur la qualité de livraison de l'appartement lui-même. Il y a des garanties qui sont là pour ça, mais il faut être derrière son promoteur pour s'assurer qu'il vienne effectivement faire les travaux. Combien d'histoires on a entendu de cuisine qui n'étaient pas ce qu'on imaginait, des retards, etc. C'est toujours, je dirais, un peu un saut dans l'inconnu, Tiffany. Il faut surtout bien se faire accompagner. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, souvent, si c'est une première acquisition, ils n'ont pas forcément les connaissances nécessaires. Donc, bien se faire accompagner, soit effectivement par un avocat ou un notaire, ou éventuellement un agent immobilier qui pourrait aussi vous accompagner dans cette remise de... Alors, effectivement, c'est important de bien se faire accompagner, mais vous qui nous regardez, lisez bien la notice descriptive. C'est ça. Oui, il y a tout. Il y a tout dedans, normalement, effectivement. Ouais. Est-ce que... Les petites lignes, surtout. Parce que souvent, sur les délais de livraison, on n'est jamais... Il ne faut pas survoler, il faut vraiment bien lire et puis ne rien laisser passer. Alors, quelles petites lignes il faut regarder? Les délais, par exemple? Oui, par exemple, parce qu'effectivement, on donne des délais qui ne sont jamais, en général, respectés à cause des aléas, soit la météo ou les matériaux qui n'arrivent pas en temps et en heure. Le promoteur, lui aussi, a ces inconvénients-là. Pas que à cause des intempéries, c'est pas qu'à cause du mauvais temps. C'est souvent l'excuse qui est donnée. De bois ici, attention. Alexandre, qu'est-ce qu'il y a comme autre problème? C'est souvent l'excuse qui est donnée, mais en réalité, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des maîtrises d'œuvre qui ne se font pas en temps et en heure, des artisans qui changent en cours de chantier. Et tout ça, ce sont des retards, les autorisations, effectivement, qui sont données, et puis pas données, et puis retirées. Voilà. Alors justement, Alexandre, à Nice, il a été voir un spécialiste de l'investissement qui a eu une galère avec un client dont il s'occupait. Et qui, heureusement, ça s'est bien fini. Ça s'est bien fini parce qu'effectivement, il était derrière le promoteur. Nos clients, souvent, sont désemparés face à ce genre de situation. On l'écoute, on en parle après. Stéphane, on pense souvent que l'achat dans le neuf et la vente sur plan, c'est gage de tranquillité. Est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé face à une situation délicate pour tes clients? Alors récemment, ce qui me vient à l'esprit, c'est un jeune couple, primo-excédent. Je leur ai trouvé un superbe 3 pièces lumineux avec 2 places de parking, cuisine équipée aménagée. Sur le papier, c'était extraordinaire. Ça s'est très vite compliqué malheureusement. La promesse était belle. Et qu'est-ce qui a dérapé finalement? Au début, c'était 3 mois de retard. Après, c'est devenu 6 mois. Le souci, c'était qu'en fait, ils ont rendu leur logement qui était en location. Donc, ils se sont retrouvés un petit peu dans la galère, on va dire. Donc, je les ai aidés à trouver une solution. Et en amont de ça, j'ai fait pression du coup sur le promoteur. D'accord. Après tout ça, vient le moment de la livraison. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la livraison? Comment ça s'est passé? Alors, la petite complexité qui s'est encore produite malheureusement, c'était que la cuisine équipée a simplement été oubliée. Et sur les 2 places de parking, l'une des 2 places était inutilisable à cause d'un pilier qui était en plein milieu de la place. Donc là, c'est vraiment problématique, on va dire, pour les clients, je me mets à leur place. Donc c'est là que mon rôle est vraiment crucial. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclenché un constat d'huissier. Ensuite, une procédure amiable a été lancée également, ce qui fait qu'en 2 mois, la cuisine était posée comme il se devait. Et ils ont eu en plus une compensation par rapport à la place. Et en fait, ce qui est très important, c'est d'avoir quelqu'un à vos côtés pour quand il y a un problème juridique notamment, quelqu'un qui comprenne les problématiques, qui puisse les résoudre. Et c'est vraiment indispensable d'avoir la personne dans ces moments-là qui sache quoi faire. Voilà, là on est de plein pied dans les problèmes. On voit avec cette jeune femme qui découvre une galère de ouf là en fait. C'est ça, elle arrive dans son logement, elle a rendu son ancien, elle a ses enfants sous le bras et il n'y a pas de cuisine dans l'appartement. Super. C'est camping pendant 2 mois. Ouais. ça a été un peu compliqué effectivement. Non mais là ce qu'on voit, ce qu'il y a de bien quand même, c'est quand on est bien accompagné, ton interviewé, bon il l'a quand même accompagner pour que ça aille plus vite. C'est ça, parce que souvent, ce qu'on disait, c'est que les clients ne savent pas par où commencer quand il y a ce genre de galère. Et puis, à quelle récurrence relancer le promoteur, c'est aussi quelque chose qui doit être accompagné et suivi. Bon, d'autres galères, peut-être Des galères, après, moi j'ai une amie qui a eu son appartement qui a été livré, et puis malheureusement, problème de canalisation, donc des remontées dans les éviers, les odeurs, super. etc. Super. Donc, mais le problème, c'est ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, parce qu'il faut y habiter pour se rendre compte que. Donc au départ, pas de réserve, donc après forcément, on a les possibilités de pouvoir après repartir sur des choses qui ne vont pas, et aujourd'hui, c'est encore le cas.
Bah oui, c'est ça. Alors, on en parlera tout à l'heure avec Yanis. Les galères, il n'y en a pas qu'en France. Hein. Mais bon, il faut s'y préparer. Luc, toi, effectivement, dans le 91, en région parisienne, il y a souvent des petits problèmes qu'il faut régler et qu'il faut anticiper. C'est plus souvent du retard, hein, Bruno. Je pense que ça touche la promotion en général, hein, les problèmes de délai. Et puis derrière, souvent des malfaçons aussi qui peuvent arriver. Et puis, contre qui se retourner, quand s'y réparer. C'est très compliqué. Hein. Ça peut être bâclé, comme on le disait. Hein, les sociétés qui ferment. Voilà, qui disparaissent. Et puis voilà, après c'est... Bon, ça, on en parlera tout à l'heure, effectivement, comment on se prémunit des sociétés qui ferment. En attendant, tu as été enquêté également, et là, il y a une galère de fou, là, en fait. Hein. Effectivement, il y a eu un délai très très long qui n'a pas été respecté, puis derrière... Dis pas tout, on regarde. Bonjour Alexandre. Bonjour Luc. Alors, vous avez acheté un appartement neuf, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Hein. Ouais, effectivement, j'ai signé en novembre 2024 sur plan et j'ai reçu les clés environ 17 mois plus tard. Ouais. Donc, ça a été assez long, le suivi a été assez flou. Quand je cherchais à avoir des réponses au niveau du promoteur pour la livraison, c'était des réponses très très opaques. Et quand j'ai eu les clés, j'ai vite déchanté. Et qu'avez-vous découvert? Quand je suis rentré dans l'appartement, le parquet gondolait, les volets tombaient en panne une fois sur deux, l'eau chaude, il fallait bien 20 minutes avant qu'elle arrive. Ouais. On avait l'impression de manger avec les voisins dans le salon, et au niveau de l'isolation thermique, c'était une catastrophe. Du rêve au cauchemar. Un peu, ouais. Et le promoteur, il a réagi comment? Relativement lentement, il n'était pas pressé. Hein, quand je cherchais à le joindre pour essayer d'améliorer la situation, de faire des travaux, et quand ils étaient faits, c'était soit bâclé, soit fait à moitié. Et encore aujourd'hui, il y a énormément de problèmes qui traînent. Quoi. Bon, là, on est de plein pied, Luc, dans les galères. Dans les vraies galères. 18 mois. 18 mois quand même, effectivement. Alors, 1 an et demi, hein, on est d'accord. Toute une vie, hein, parce qu'il y a une organisation derrière, il y a un préavis, on se retrouve à payer 2 fois, que ce soit le loyer actuel plus le crédit qui démarre, parce qu'à un moment donné, il démarre. Hein. Et puis il y a les intérêts qui coulent. Oui, alors moi, ce que je veux, vous êtes les spécialistes, pas de langue de bois, comment on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous conseillez à nos téléspectateurs qui nous regardent quand on se retrouve dans une situation comme ça, avec du retard, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà avoir de la patience. Hein. Pour moi, on te remercie de ton conseil. Soyez patient. Hein. Continuez à raquer et soyez patient. Hein. On est d'accord? Le truc qui marche, et c'est malheureux, c'est constatation par huissier, qui ensuite, effectivement, va entamer une procédure à l'encontre du promoteur. Mais il faut qu'il y ait un cadre légal pour se retourner, sinon ça bouge pas. Sinon, ça bouge pas. Ça bouge pas. Est-ce que quand on menace un promoteur qui a des livraisons, on peut obtenir des petits avantages? On va parler du Nord, il pleut souvent, on va dire intempéries. Et du coup, forcément, ils vont se dédouaner sur... Voilà, on est déjà dedans, ils vont se dédouaner sur par rapport... Non mais d'accord, mais c'est pas depuis hier qu'il pleut dans le Nord. Donc, ils peuvent pas l'anticiper ou quoi? Je comprends pas. À Toulouse, non mais les intempéries, ça me fait rire ça. Non mais les gens qui nous regardent, ils se marrent. On le sait, mais on n'arrive pas à le faire. L'anticipation, mais je pense que c'est... On peut négocier avec un promoteur, mais par contre, il faut se faire accompagner effectivement par un huissier ou par un avocat qui va connaître les règles. Est-ce qu'il y a des chances de succès? C'est ça que les gens veulent savoir. Parce que combien bon, on le dit hein, quand même, le neuf, ça se passe globalement bien. Majoritairement, il faut être clair. Mais quand même, quand c'est la galère, quoi, en fait. Hein. Et là, c'est l'achat sur plan, c'est le problème de l'achat sur plan. On ne voit pas le projet, on fait des visites virtuelles, mais ça reste du virtuel. Donc moi, je compare ça un petit peu, par exemple, aux sites de rencontres où on voit quelque chose, une image, le petit coquin. Et derrière, on espère que ça ressemble à la photo. Et au final, on peut être déçu. Après, je pense c'est des choses qui peuvent se prévenir aussi. C'est-à-dire qu'il faut anticiper, bien se renseigner sur le promoteur, ce qu'on appelle le track record, nous, à Dubaï. Qu'est-ce qui a été livré? Est-ce qu'il est coutumier du fait? C'est des choses qu'on peut anticiper. Quelque part, quand on part sur un projet de VFA, en tout cas sur plan, on sait que le délai ne va pas être respecté au jour J. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut peut-être pas anticiper, mais prévoir. Mais voilà, alors voilà, moi j'aime bien ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'en fait, ne croyez pas les délais, en fait. Normalement, si vous prenez un professionnel, il vous dit, on est à 1 an de la livraison, on est à 6 mois, on est à 3 mois, on est à 1 mois. Et vous êtes régulièrement invité sur le chantier pour vérifier que les opérations... Dans la pratique, quand on achète, on signe le bon de réservation, lunettes virtuelles, on regarde les plans, etc. On donne la compte. On donne la compte. Alors, on donne un acompte de combien, d'ailleurs? À 5% général. 5%, entre 5 et 10%. Entre 5 et 10%. Et ensuite, la galère, je dirais, peut commencer au niveau des délais, mais il n'y a pas de surprise sur les paiements.
à moins de ne pas suivre son chantier, Alexandre. Normalement, tous les appels de fonds sont constatés par huissier qui vient constater que telle étape est livrée. Par contre, personne ne vous dit cette étape-là va prendre 3 mois ou va prendre 3 ans. Ouais. C'est là que ça devient un challenge. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est avant que ça soit, je dirais, que l'étape soit faite, on débloque les fonds pour que l'étape se fasse? Non, on les débloque après. Après. Il y a une constatation, cette étape-là est passée. Ouais. Hors d'eau, hors d'air, le carrelage, l'isolation, etc. Il y a combien d'étapes de financement, de déblocage des financements à peu près, en moyenne? Moi, je dirais 6-7. Ouais, sur les promoteurs, c'est entre 6 et 8, effectivement. Et les 5 derniers % de réserve donc, à la livraison. Globalement, financièrement, si on s'y est pris à l'avance, qu'on a anticipé le retard potentiel, globalement, financièrement, on s'y retrouve. On devrait s'y retrouver. On devrait s'y retrouver, effectivement. Alors après, chaque étape, encore une fois, l'accompagnement est important et il faut être méthodique. Même si on n'est pas des sachants, il faut absolument, enfin, les personnes qui font ce type de construction, il faut qu'ils puissent aller d'étape à étape pour justement... Mais le plus difficile, je te rejoins, mais le plus difficile, c'est quand on va construire un petit peu loin de chez soi, pardon. On a du mal peut-être à surveiller. Hein. Par exemple, sur Dubaï, si on habite sur... ça se passe comment, du coup, à Dubaï? Exactement. En fait, on essaie d'être le plus transparent possible et le promoteur sait qu'il joue très gros. La réputation à Dubaï, c'est la priorité, la pierre angulaire du promoteur. Vraiment, c'est 90% du temps. Alors, il n'y a pas que les délais. Il y a aussi les galères fiscales. Et on a un spécialiste dans cette émission qui s'appelle Frédéric Garnier et qui a été faire un petit reportage d'une mésaventure fiscale dont il nous parle juste après. Regardez. La VFA, c'est aussi l'investissement locatif, notamment pour aller chercher une défiscalisation. Mais des fois, avec l'administration fiscale, ça peut être un peu plus compliqué. On est allé rencontrer quelqu'un qui va nous raconter une histoire un petit peu particulière. Allez, suivez-moi. Racontez-nous un peu l'histoire de cet investissement locatif. Finalement, ça a débuté comment et pourquoi vous avez acheté dans le neuf? J'habite dans le coin et puis j'ai vu qu'un immeuble se construisait là. Et on a réfléchi avec mon mari car nous, on voulait faire un complément de revenus pour la retraite que plus tard. Et puis en même temps, de fiscaliser les impôts. Parce que vous payez beaucoup d'impôts ou... Un petit peu. Un petit peu. Donc l'objectif du coup, complément de retraite, défiscalisation. Les premières années, c'est ce que vous expliquez, tout se passe bien. Et à partir de l'année dernière, le début des problèmes. Exactement, le centre des impôts. Comme tous les ans, je fais ma déclaration d'impôt toute seule. Et donc, j'ai eu au moment de faire ma déclaration, je n'ai pas pu signer car il me marquait que c'était un point de déficit. Donc, j'ai envoyé un mail aux impôts, au centre des impôts, qui ne m'ont pas répondu tout de suite. Oui, parce que l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait un problème sur les déficits fonciers reportables. Et ils nous ont demandé finalement de tout mettre en 2022. Et le temps qu'ils vous répondent... J'étais hors délai. Voilà, ça, les impôts fermés, vous avez dû remplir sur papier, c'est ça? C'est ça, donc j'étais hors délai. Donc, je reçois un courrier des sous des impôts en me disant que j'ai 3 000 € à payer. À peine 15 jours après, je reçois un coup de fil de ma banque en me disant que j'ai un gros prélèvement de centre des impôts. J'ai un ATD pour me prélever sur mon compte de mes impôts alors que c'était eux qui devaient me rendre mon argent. Oui, parce que de base, vous auriez dû recevoir 2 000. Là, ils vous demandent de payer 3 000. 3 000. Sans me prévenir, je ne m'attendais pas, alors que j'avais fait un courrier, ils me prélèvent comme ça. J'arrive là-bas, donc le centre a été saccagé. Je cherche à voir, il y avait un petit mot sur la porte d'entrée avec la nouvelle adresse. Donc je repars là-bas. Donc là, vous avez eu personne, vous êtes rentrée chez vous toujours aussi furieuse. Et la suite de l'histoire, c'est... Comme je n'avais personne, j'ai eu un courrier en me disant que je n'avais pas le justificatif pour envoyer le justificatif par rapport à mon handicap. Est-ce que vous n'êtes pas handicapé? Pas du tout. Donc rien à voir avec le situation. Rien à voir. Vous voyez qu'il n'y a rien à voir. Hein. Exactement. Moi, c'était juste pour ma défiscalisation de ma loi Pinel. Et j'ai toujours pas de réponse et je me vois avoir une saisie sur mon compte, que ça fait pas plaisir. Puis j'ai dû toucher de mon épargne pour payer cette dette alors que c'est les impôts qui font une erreur. J'aimerais bien que ça soit réglé et pas du tout. Alors voilà, on le voit, des galères, pas seulement au moment de l'acquisition, mais on peut avoir avec l'administration fiscale, avec tous les avantages fiscaux, des problèmes bien plus longtemps après, Frédéric. Exactement. Et déjà, il faut se rappeler un petit peu que le VFA, c'est un peu l'ancêtre du métaverse. Hein. Finalement, on va engager 200, 500, 800 000 € dans un appartement qu'on n'a jamais vu, dans un immeuble qu'on n'a jamais vu, dans un quartier encore imaginaire. Il faut avoir un peu d'imagination et un peu d'optimisme quand même, parce qu'on va s'engager 24 à 36 mois à l'avance. C'est le site de rencontre de l'immobilier. Hein. On rappelle Luc, il est dans le site de rencontre. Ça ne ressemble pas toujours. C'est un peu marié au premier regard, sauf que là, quand on voit la mariée, on ne peut plus dire non. Ouais, c'est ça. Vaut mieux avoir un bon contrat de mariage. Hein.
Et puis quand on s'engage sur le Pinel, il va falloir faire attention entre les délais, entre l'acquisition. Alors qui c'est ce monsieur Pinel là? Parce que c'est bien gentil sur le Pinel là, les gens ils savent pas ce que c'est que Pinel. C'est quoi Pinel? Alors c'est monsieur, apparemment c'est même une dame, Sylvia Pinel, qui a lancé une Sylvia Pinel, pour relancer l'investissement locatif avec plein qui a été ministre. Qui a été ministre et avec plein de conditions, puisqu'il va falloir faire une formule d'Harry Potter pour arriver à calculer le plafond de loyer, ne pas se tromper, sinon on risque un redressement fiscal. J'ai une cliente qui s'est fait redresser 28 000 € pour 20 € d'écart sur le loyer, une petite faute de frappe, ça fait très mal. Fait mal. Ah oui. Ça fait très mais mal. Alors voilà, Frédéric, moi ce que je voudrais, c'est que tu nous expliques vraiment de manière très didactique quels sont les avantages fiscaux et comment se protéger des galères une fois qu'on a acheté dans le neuf et pour en bénéficier complètement. Alors, on avait le Pinel qui aujourd'hui a disparu. Notre chère Madame Létard, dans les colonnes du Monde, il y a quelques jours, nous annonçait un statut fiscal du bailleur. Peut-être qu'on a quelque chose qui reviendra. En tout cas, ça permet, quand on achète dans le neuf, d'aller bénéficier d'une réduction d'impôt. Le Pinel, c'était 2% du prix de revient chaque année. Donc ça permet d'aller alléger un petit peu sa fiscalité, mais il y a des conditions à respecter, des plafonds de ressources des locataires, des plafonds de loyer. J'ai décroché. Voilà. Ça y est, Frédéric, je n'y comprends plus rien, c'est fini. Et surtout des formulaires fiscaux à remplir. Et malheureusement, quand il y a notamment un bug des impôts, derrière, c'est un peu l'enchaînement. Là, ce qui est fou dans l'histoire de cette dame, c'est qu'en fait, elle fait ses déclarations, le centre des impôts, il est complètement saccagé, elle ne peut plus faire sa déclaration en ligne, et on lui dit qu'elle est handicapée. Enfin, c'est n'importe quoi, là. C'est un peu le service public maintenant, c'est dès qu'on a un problème, honnêtement, pour tomber sur quelqu'un qui va le résoudre, c'est la croix et la bannière. Et là, on le voit, elle reçoit un ATD, des frais bancaires, alors qu'elle devrait recevoir de l'argent de son Pinel. Bon, c'est un peu le rêve qui s'est transformé en cauchemar. J'aimerais bien connaître ce fameux Pinel. Il envoie de l'argent. Bon, alors donc, en fait, là, c'est une galère postérieure, donc dans le neuf, qu'on n'a pas dans l'ancien, puisqu'on n'a pas ces avantages fiscaux, c'est ça, en gros. Alors, on n'a pas ces avantages fiscaux, on peut avoir d'autres avantages fiscaux dans l'ancien. On parle notamment du loc-avantage, qui permet au moins dans l'ancien, finalement, d'être sûr de ce sur quoi on s'engage. Mais ça dure que 6 ans. Alors, dans 6 ans, si ça n'existe plus... Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le Pinel est arrêté. Alors, donc, on n'a plus besoin de savoir à quoi ça sert, en fait. Non, mais est-ce que ça s'arrête? Parce qu'on entend qu'effectivement, ces avantages sont en train de réduire comme peau de chagrin. En fait, le problème, c'est que ça coûte cher à l'État, mais ça dépend de quel côté de la pièce on se place, parce que quand on relance l'investissement locatif, on crée du logement. Aujourd'hui, on voit bien la situation dans laquelle on est, on ne construit plus suffisamment, on génère des taxes foncières, on génère des impôts, parce que oui, il y a une réduction d'impôts, mais on engage des revenus fonciers, des prélèvements sociaux sur les revenus. Est-ce que c'est fini, la Pinel? Là, c'est fini, mais j'espère que demain, on aura un nouveau dispositif, parce qu'en attendant, on construit plus. Donc on vous le dit, pour ceux qui voulaient investir dans le neuf, la Pinel, c'est terminé. Il y a eu un dispositif de prolongation, je crois, en 2025. Alors, un Pinel Plus. Le Pinel Plus qu'on appelait d'ailleurs le Super Pinel. En fait, le Super Pinel, c'est le Pinel en moins bien. Voilà. Super, Frédéric. Bon, d'accord, ok. Donc on n'y comprend pas grand-chose, hein, effectivement, pour bénéficier complètement de tous les avantages, c'est quand même... c'est quand même la bouteille à encre, ce truc-là. C'est toujours le même sujet. C'est quand on veut réaliser un projet, l'idée c'est de s'entourer de bons conseils avant. Bon, moi j'aimerais, pour terminer cette partie, on arrive à la fin. Merci Frédéric de ces bons conseils. Vous retrouvez d'ailleurs sur le site internet, etc., tous ces conseils qu'on vous met et que vous pouvez retrouver. À Dubaï, c'est pas non plus tout rose. Non, bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'il y a comme problème à Dubaï? Parce que là, on l'a vu, fiscal, etc. Est-ce qu'on a d'autres types de problèmes à l'étranger? On va rester quand même sur le retard, les malfaçons, ce genre de choses qui peut arriver. Fort heureusement, c'est le gouvernement qui se porte garant à travers sa structure Dubai Land Département et qui vient tout checker de A à Z avec beaucoup de transparence. Les investisseurs ont une plateforme où ils peuvent regarder c'est ce que j'allais te demander justement. À l'étranger, on peut quand même suivre du coup l'avancement des travaux. Exactement, on a des structures comme si on était sur place, quoi. Exactement, envoyés par le gouvernement, qui vont envoyer des photos et un avancement détaillé. Ça permet de rassurer quand même l'investisseur. Et surtout, ça a l'air d'être plus rassurant. Est-ce qu'il n'y aurait pas des photos truquées possibles? Parce que les influenceurs de Dubaï, on les connaît. Les filtres et tout ça, ça y va. Et surtout, l'argent des investisseurs est bloqué sur un compte séquestre. T'as vu comment il m'a ghosté là? Il a vite passé. Le compte séquestre. Vous avez les comptes séquestres, l'argent est bloqué, personne ne peut y toucher. Et les influenceurs aussi. Bon, merci beaucoup. Bon, c'est la fin de cette deuxième partie. On a vu tout ce qui n'allait pas. On a vu des sujets quand même un peu dramatiques. Pour continuer cette émission, on a bien
bien sûr un petit peu de détente. Il y a d'abord Maxime qui va venir nous faire sa banane de la semaine. Ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir Lynn, chanteuse très tendance qui cartonne sur les réseaux sociaux. Et on aura en fin d'émission le récap de Amal, notre influenceuse sur les réseaux sociaux, qui nous fera un petit peu le débrief de cette émission. Donc tout de suite, c'est la banane de la semaine. La banane de la semaine. La banane de la semaine avec Maxime. Bonjour Maxime, comment ça va? Mais ça va super Bruno, tu nous as pris encore un magnifique endroit là. Eh ben là, on est au bord de la Seine, dans un décor Riva. Est-ce que tu vas nous trouver une banane de VEFA ici? Alors, Riva, VEFA, j'ai travaillé et je vous ai trouvé un programme neuf, mais pourri, mais vraiment comme il faut. Ouais. Alors, le thème aujourd'hui, achat immobilier en VEFA, bonne ou mauvaise idée? Alors, mauvaise idée pour celui-là. Je voulais revenir avec vous sur un programme neuf sur le quai de Grenelle, pas loin de la Tour Eiffel à Paris. Ouais. J'ai rarement vu un truc aussi à côté de la plaque, on va voir ensemble dans le détail. Alors, le Parisien qui titre, à Paris, l'un des plus luxueux programmes immobiliers en pleine débâcle. Ah oui. Préparez-vous, on va rigoler. Alors, ça commence très mal puisqu'on nous ment à la première ligne de la brochure. Je cite, l'adresse la plus inédite de Paris, un ancien garage. Ah oui, très bien. Ouais, la phrase n'a aucun sens, et c'est pas du tout une adresse inédite puisqu'on est sur un quai qui est tellement bouché que le CO2 tape à ta fenêtre. voilà. Alors, on voit bien. On voit effectivement la Tour Eiffel 1 kilomètre plus loin, mais ça suffit pas pour nous faire rêver. Surtout que la suite de l'histoire, c'est pas terrible non plus. Ah oui, c'est quoi? Alors, dans ce programme immobilier, un duplex à 10 millions d'euros et des studios pour SDF. En mélangeant appartements de luxe et logements sociaux, un groupe immobilier se lance dans un pari un peu fou avec son projet qui pourrait bien devenir une référence pour les prochaines années. Et il y a un rigolo de la mairie de Paris adjoint au logement. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ça fait pas fuir les investisseurs, rassure l'élu. La preuve, c'est que nous sommes copiés à l'étranger, comme à Barcelone qui est en train d'adopter le même modèle. Alors, suite de l'article. Mais la mixité a ses limites. Ainsi, le hall d'entrée sera le seul lieu de rencontre de ces populations qui n'ont pas l'habitude de cohabiter. Car pour le reste, chacun aura son propre couloir, son propre escalier et son propre ascenseur. Non, arrête, non, c'est vrai. C'est évidemment n'importe quoi, et puis on savait qu'on allait dans le mur avec ses salades quand même. Alors, juste pour rigoler, regardez la plaquette des tarifs. Donc, sur un studio, 685 000, un 2 pièces, 780 000, un 3 pièces, 1 million, et le 4 pièces, 3 millions, puis le penthouse à 5,5 millions quasiment. Wow. Pourquoi c'est aussi cher, Bruno? Je ne sais pas. Pour financer les 35 logements sociaux qui ne rapportent pas d'argent, le seul moyen est de prendre des bénéfices sur les logements privés. Non, mais ces tarifs ont d'autant plus de mal à passer que les futurs acheteurs de l'immeuble devront habiter des studios à accueillir des SDF célibataires pour une durée illimitée. Voilà. Ah oui. Donc, c'est les conditions. Évidemment, on n'a rien contre les SDF ici, le social c'est super important. Ouais. Vous pensez vraiment que les riches vont payer 3 fois leur appart pour faire plaisir à la mairie? Ah oui, c'est ça le problème. Bah non, hein. Ouais. Puisque je cite, les travaux qui auraient dû s'achever cette année, donc en 2025, n'ont pas commencé. Et donc c'est... Eh ben, personne n'en veut. Le programme est suspendu, le site a disparu, il n'y a plus rien. Des chiffres pour finir, pour comprendre bien dans lequel le fossé le promoteur est. 1,2 million, c'est la somme qu'ils devaient payer aux voisins qui ont fait un recours parce qu'ils n'ont pas attendu la purge du permis pour lancer la commercialisation. La bonne gestion de génie, les numéros 1 mondiaux. 64 millions, c'est le prix d'achat du garage. Beaucoup trop cher pour faire l'immeuble, et puis 83 le nombre de salariés qui ont été licenciés dans le groupe. Comme disait ma marque de supermarché préférée, Bruno. Ouais. Mais on est mal, patron. On est mal. On est très mal. C'est vrai que... Alors là, pour le coup, une bonne idée, finalement. Pas, au départ, enfin en tout cas une idée sociale. Bah oui, ça part d'un bon sentiment. La mairie de Paris donne plus de permis de construire si vous faites pas 25% de logements sociaux. Ouais, mais voilà, non mais. Mais bon, voisin de palier, t'as un SDF, un appartement 5 millions. Alors moi, je suis pas cher. convaincue quand même, parce que nous, on a mené quand même une action justement pour récolter des fonds pour les SDF. Donc c'est vrai que c'est une bonne action. Oui, à l'initiale, c'est touchant, mais effectivement, je pense que c'est juste que c'est dur de trouver des clients à ce prix-là. C'est ça. Standing 4. On va voir. C'est une bonne idée, mais c'est une mauvaise idée. C'est ce qu'on appelle la fausse bonne idée. Bon, ok. Alors, une très bonne idée, les amis, c'est que depuis le début de l'émission, je trépigne parce que nous avons au salon la charmante Lynn qui cartonne sur les réseaux sociaux avec son nouveau titre. Elle est extraordinaire. Elle a un univers à elle complètement dingue. C'est l'interview du samedi. Un grand moment dans l'invité du samedi de Proprio à tout prix. Nous recevons une révélation. J'ai envie de te présenter comme ça, Lynn, avec... c'est un phénomène sur YouTube. Tu es chanteuse, auteure, compositeur, interprète. Une histoire de réseaux sociaux, comme on les aime. Lynn, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Ouais. Alors, Lynn, j'aimerais qu'on commence cette interview pour que tu me racontes vraiment cette histoire qui commence sur les réseaux sociaux et tout d'un coup,
Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Je postais beaucoup de vidéos sur les réseaux, de reprises, de compositions originales. Et j'ai été repérée par Gims et son équipe. Donc, assez incroyable. Le grand Gims. Le grand Gims. Donc j'ai eu du mal vraiment à réaliser. Je pensais au début que c'était une blague. Et oui, c'est ça. Vraiment. Donc il t'envoie un DM, il t'envoie quoi? Alors je suis contactée par un représentant en tout cas. Après je le rencontre, je chante devant lui. Et là vraiment il a adoré. Bah oui, mais on peut que adorer en fait. Bon, merci, c'est gentil, mais oui. Non, mais c'est vrai. 40 millions, 45 millions de streams, plus de 10 millions de vues sur YouTube. Le titre que tout le monde connaît maintenant, hein, c'est Je pense à vous. On va en écouter quelques secondes. Il y a un clip magnifique. Oui, je suis très contente de ce clip qui retrace vraiment Voilà, parce que avec cette chanson, j'ai dit un petit peu au revoir à... Alors, j'ai quitté ma famille, finalement. C'est une histoire immobilière, en plus. Hein. Oui, puisque je quitte ma maison de famille de Nice pour m'installer à Paris et tenter de réaliser mon rêve d'être artiste. Mais tu commençais déjà les réseaux quand tu étais à Nice, alors? Oui, après, j'ai toujours chanté, j'ai toujours fait de la musique parce que mes parents sont musiciens et j'ai été baignée vraiment dans la musique. Donc, tu te rappelles de ta maison d'enfance, justement? En fait, la moitié du salon, c'est comme une scène. C'est-à-dire qu'il y a 2 pianos, une batterie... une dizaine de guitares, un violoncelle. Enfin, c'est vraiment comme une scène en fait. Est-ce que tu as une maison de rêve auquel tu penses pour dans quelques mois, quelques années? Je suis une personne, je bouge beaucoup et j'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup découvrir de nouveaux endroits. J'aime pas trop rester trop longtemps au même endroit. Du coup, je pense que j'aimerais bien avoir plusieurs appartements en maison. Si, mais ça va venir, bien sûr. Voilà. Mais j'ai une maison en tête, c'est vraiment la montagne. Ah oui. Voilà, parce que ça m'apaise, vraiment. Ouais. Alors, l'actualité du moment, c'est le titre « J'avoue ». Alors, c'est vrai que c'est une phrase, tout le monde dit « j'avoue » maintenant. Hein. Hein, ça, je ne m'étais pas rendu compte, mais maintenant, des fois, quand on parle, du coup, la chanson vient en tête. Dès que je dis « j'avoue », en fait, on le dit très souvent, finalement, ce mot. Carton absolu, hein, ça y est, c'est parti en... C'est sorti il y a quelques... C'est sorti il y a 10 jours, je pense. Oui, il y a quelques semaines, c'est ça. Bon, à part Gims, il y a d'autres artistes qui te passionnent, qui t'inspirent, en France et à l'étranger? Quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup de variétés françaises, beaucoup de Beatles, quoi d'autre? J'écoutais beaucoup de classiques, opéra aussi. Parce que quand j'étais enfant, je suis rentrée dans les chœurs d'enfants de l'Opéra de Nice. Donc, du coup, j'ai pu participer à plein d'opéras. Tu peux nous faire un petit lyrique? Qu'est-ce que tu nous ferais a cappella? Est-ce que tu te rappelles d'un... Oui. Manca solecita, più dell'usato, ancor che s'agiti, più levivato. Face che palpita presur morir, face che palpita presur morir. Les points, je me suis pas trop chauffée là. Non, je t'ai pris un peu à froid, mais incroyable. Oui, merci. Bon, les amis, maintenant, on va rester tous les deux et retrouvez-nous sur M6+. Merci, Lynn. Merci à vous. Un univers assez atypique hein, pour Lynn qui cartonne sur les réseaux sociaux. Elle est niçoise, je crois. Hein. Je crois qu'elle est niçoise et à cet âge-là, c'est incroyable ce qu'elle fait déjà. Bah oui, c'est une maturité et un univers vraiment artistique. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'interview exclusive en intégralité sur M6+, tout comme cette émission, si vous voulez trouver les bons conseils de Propriété à tout prix. Pour terminer cette émission, merci, vous avez été parfaits, les amis. Merci j'aimerais que Amal nous fasse un petit récap pratique pour sortir de tous ces désagréments, ce que la brochure ne dit pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour terminer cette émission, Amal? Alors pour terminer, je vais reprendre les 3 points noirs de la VFA et vous donner des solutions. Alors concernant les défauts de réception, il faut acter par écrit. Voilà, le gros problème, c'est des relances téléphoniques. Ça pose problème et ça pose notamment une grosse difficulté sur les dossiers en voie de recours juridique. Donc l'écrit. Écrivez des mails. Prenez même une protection juridique parce que là, ça vaut vraiment le coup. Attention, regardez votre police d'assurance. Ça peut être parfois une exclusion de garantie. Bon, deuxième conseil, ça va être concrètement de bien regarder le descriptif technique avec un artisan sur place pour voir le décalage entre ce que vous avez acheté
et la réalité. Venez avec un artisan et faites constater les défauts avec un commissaire de justice et faites-le rapidement. Commissaire de justice, c'est le nouveau nom des huissiers. Voilà. Profession qu'on adore ici dans l'émission. Et troisième point, qui est très important, on l'avait vu sur l'un des reportages, c'est le banquier. Parce que là, c'est un concept un petit peu particulier d'acheter un bien qui n'est pas encore existant, mais on va commencer à payer du crédit. Il y a des cas de force majeure qui sont reconnus sur les offres de prêt lorsqu'il y a des défauts de livraison, lorsqu'il y a une différence entre la promesse et la réalité. Restez en contact avec votre banquier, les écrits, les rapports des commissaires de justice, ça va vous permettre d'avoir des décalages des échéances. Et ça, c'est important de le savoir, ça peut vous permettre d'éviter de commencer à vous retrouver en difficulté, payer un loyer et un crédit en même temps. Et voilà, alors Amal, toujours les bons conseils. On a pensé à ces 3 conseils sur M6+, en intégralité cette émission également, l'interview exclusive. Malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission, vous avez été au top. Alors vous le savez, on est dans ce décor. Pour les 2 prochaines émissions, on se retrouve la semaine prochaine, toujours à côté de la scène et dans ce décor de Riva fantastique. On remercie Hakim d'ailleurs qui nous a fait l'amitié de nous recevoir. D'ici là, je vous souhaite de belles aventures immobilières et à la semaine prochaine. Ciao.